Le marché crypto a tout connu, des fortunes éclairs et des ruines tout aussi rapides, des bulles éphémères, des arnaques, des promesses délirantes, des ICO qui promettent des rendements x100, des NFT prestige qui s'arrachent à prix d'or, les fermes de rendement qui ne tiennent pas la route, les mêmes coins lancés en un week-end. Puis, la musique s'arrête, les prix s'effondrent, beaucoup restent debout sans chaise, avec des jetons qui ne valent plus rien entre les mains. Et la plupart des projets disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. On ne va pas se mentir. Pendant des années, investir en crypto ressemblait plus au casino qu'à un calcul rationnel. On misait sur une histoire et sur la chance, parfois de bonne foi aussi parce qu'on y croyait. Le prochain cycle, je le vois comme un écrémage. Le marché va trier. Ce qui sert vraiment génère des revenus, restera. Le reste disparaîtra. Mon but dans cette vidéo est simple. Vous parler des projets qui, selon moi, ont des chances de rester. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nathan Pissarro et il y a 4 ans, j'ai créé Nomics, une société qui aide les projets crypto à avoir un vrai modèle économique. C'est ce qu'on appelle la tokenomics. Mon métier, c'est de rendre tout ça concret. À quoi sert le service? À quoi sert le token? Qui paye? Combien? Et comment l'argent est utilisé pour l'entretenir, le sécuriser et récompenser ceux qui contribuent à l'écosystème du token. Après des années à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, j'ai bâti une méthode simple. Dans cette vidéo, je vous raconte comment je lis le marché aujourd'hui, quels sont mes critères pour repérer les protocoles solides, comment je répartis mon portefeuille pour traverser la prochaine phase sans compter sur un jackpot magique. Et pourquoi Bitcoin est la base de mon patrimoine aujourd'hui. Ce que je vais vous dire ici les amis, ça n'est pas un conseil financier. Je vous partage ma façon de faire, à vous de vérifier, de faire vos propres choix. D'ailleurs, cette chaîne peut vous y aider. Ici, on va parler crypto, argent, investissement, entrepreneuriat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Pendant longtemps, le prix des cryptos a suivi l'humeur du moment. Un influenceur en parle, ça monte. Une sale rumeur circule, ça décroche. Le prix suivait la météo du jour, décorrélé de ce que le projet gagnait vraiment. Typiquement, ça se passe comme ça. Un soir, quelqu'un lance un meme coin juste pour surfer sur la mode. La promesse est floue, mais le nom est marrant, le logo est viral. On offre des bonus aux premiers arrivés, un gros compte crypto en parle sur X, et en quelques heures, l'euphorie monte en flèche et le prix s'enflamme. Sauf qu'en regardant de près, on réalise qu'il n'y a pas d'utilisateurs réguliers de l'application. Personne ne paye vraiment pour échanger, emprunter, prêter ou acheter le service. La demande était dopée au bonus. Quand la distribution s'arrête, les gens vont voir ailleurs, le soufflet retombe et le prix du token s'effondre. On a vu ce film des dizaines et des dizaines de fois. A l'inverse, il y a des projets utiles à base d'échanges, de prêts ou de données, avec des utilisateurs et des frais encaissés tous les jours. Mais on les ignore parce qu'après un crack, beaucoup d'investisseurs sont dégoûtés et restent sur la défensive. C'est pour ça que je pense qu'au prochain cycle, et on est en train de vivre les débuts de ce nouveau cycle, le marché va s'assainir. Je pense qu'on va assister à un grand écrémage qui a déjà commencé. Peu à peu, les prix vont se rapprocher de la réalité économique. S'il y a un service utile, des gens qui reviennent, des frais visibles, ça tiendra. Au contraire, s'il n'y a que du marketing et des froufrous, ça ne tiendra pas. Alors ma règle d'or est la suivante. Follow the money. Ça veut dire que je n'achète pas des histoires. Je ne parie pas sur des promesses. J'achète des recettes. Je mise sur de l'argent qui rentre, sur des protocoles qui facturent et qui ont des revenus réels. Concrètement, je place mon argent sur des protocoles crypto qui rendent un service, qui résout un problème et qui encaissent déjà de l'argent à chaque usage. On paye quelques centimes quand on échange, un petit pourcentage quand on emprunte, une commission quand on utilise un service. Ce que je veux, c'est entendre le tiroir caisse sonner. Alors pourquoi cette règle? Parce qu'elle permet de distinguer le buzz des revenus qui tombent. Je veux choisir un token qui vide ses clients, pas de son storytelling. Un joli site ou un forum qui s'enflamme, ça ne paye aucune facture. Des utilisateurs qui payent pour un service, oui. Pour que tout le monde comprenne bien, je rappelle quelques bases. La blockchain, c'est comme une ville avec ses rues et ses boulevards. L'application, on dit souvent le protocole, c'est le commerce dans la ville. Un lieu où l'on échange, où l'on prête, où l'on fournit des données. Le coin, c'est la monnaie native de la ville, comme le BTC sur la blockchain Bitcoin, l'ETH sur la blockchain Ethereum, le Sol sur la blockchain Solana. Le token, c'est un jeton émis par un commerce, un protocole donc, pour organiser son économie. Il peut donner des réductions sur les frais, un droit de vote sur les décisions et quand c'est prévu, une part de revenus. Mon approche est donc simple. Comment le commerce gagne-t-il de l'argent? Comme un DEX, un échange décentralisé qui prend 0,05% à chaque échange, ce sont des revenus réels et récurrents, c'est sain. Si l'argent vient surtout de la pub, de bonus, de nouveaux jetons émis ou de levée de fonds, ce n'est pas un revenu, c'est du financement, de la dépense marketing. Ça ne tiendra pas sans perfusion. Voilà mon cadre, c'est suivre l'argent. Je prends ce qui gagne de l'argent, le reste, je le laisse de côté sans état d'âme. Maintenant qu'on a la règle, regardons qui aujourd'hui sont les grands gagnants du marché crypto. Au cours des 5 dernières années, je recense plusieurs grandes catégories de gagnants au sein de cet écosystème. Les premiers, ce sont les SEX,
les Centralized Exchange, les plateformes d'échange centralisées. Parmi les plus connus, on retrouve Binance, Coinbase, Bybit, Kraken, Bitpanda, etc. Ce sont des applis où vous déposez des euros pour acheter et vendre des cryptos. On peut aussi envoyer ses propres tokens, stacker certains actifs, gagner des récompenses, emprunter, trader des dérivés, etc. Bref, tout faire au même endroit, comme un supermarché de la crypto. Je les appelle les vendeurs de pelles. Parce qu'à l'époque de la ruée vers l'or, ceux qui s'enrichissaient à coup sûr, ce n'étaient pas les chercheurs d'or, c'étaient ceux qui leur vendaient les pioches, les pelles et tout le matériel. Qu'il y ait un bon filon ou non, eux encaissaient dans tous les cas. Les sexes, c'est pareil. Que le marché monte ou qu'il dévisse, chaque ordre, achat comme vente, laisse un petit centime de frais dans leur caisse. Plus il y a d'activité, plus il y a de panique, plus ça rapporte. Les deuxièmes grands gagnants, ce sont les émetteurs de stablecoin. Derrière chaque stablecoin, il y a une promesse. Un stablecoin vaut 1 dollar, parce que son émetteur détient un vrai dollar en face, en cash ou en bons du trésor américain. Les émetteurs de stablecoin conservent des réserves placées en actifs très sûrs, comme des bons au trésor, et gagnent de l'argent avec les intérêts de ces réserves et de ces placements. Il y a plus de 300 milliards de stablecoins qui circulent sur les blockchains, principalement l'USDT, émis par Tether, et l'USDC, émis par Circle. Ces stablecoins fonctionnent comme ça. Tant que les utilisateurs s'en servent et que la confiance tient, ce sont des machines à cash. Pourquoi? Parce que finalement, ils prennent très peu de risques. Leur seul métier consiste à investir leur trésorerie en dizaines de milliards et à récolter les intérêts. À titre d'exemple, Tether est l'entreprise du monde qui génère le plus de revenus par employé. Autre grand gagnant, les mastodontes de la DeFi, la finance décentralisée. La DeFi, c'est la finance sans banque. Ils fournissent des services financiers en ligne qui tournent avec du code, des smart contracts, plutôt qu'avec un guichet comme une banque classique. On peut y échanger des cryptos, prêter, emprunter, staker. Ça marche 24 heures sur 24, depuis son propre wallet, sans ouvrir de compte en banque. Tous les protocoles de la DeFi ne font pas partie des grands gagnants. Ici, on parle d'applications décentralisées, qui rendent un service précis et qui prennent un petit pourcentage à chaque fois. Quand vous échangez 2 jetons sur un DEX, une plateforme décentralisée comme Uniswap par exemple, où vous swappez, donc échangez des cryptos directement depuis votre wallet via des smart contracts, à chaque fois, l'application facture des frais. Quand vous empruntez sur un protocole comme Aave, vous payez des intérêts et des commissions. Quand vous mettez de l'ETH en staking pour sécuriser le réseau, ça génère des récompenses. Vous en touchez la plus grande partie et le service garde le reste pour se payer. Quand vous traitez des contrats dits perpétuels sur Hyperliquid par exemple, pour parier sans date de fin sur la hausse ou la baisse d'une crypto, chaque ouverture et chaque fermeture de position génère des frais. Ces protocoles gagnent parce qu'ils prennent une commission à chaque usage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans compte bancaire et juste avec un wallet. Plus il y a d'activité, plus la caisse sonne. Enfin, les meme coins. Les meme coins, c'est le sommet de la spéculation. C'est le top de la pyramide de la cupidité humaine. Ce sont des jetons qu'on lance sur une blague, un clin d'œil, un nom qui claque. Il n'y a généralement, et dans la quasi-totalité des cas, aucun service derrière. Le prix reflète uniquement l'attention qui est portée par le marché, le sentiment que le marché a par rapport au projet. Le prix s'enflamme d'un coup quand tout le monde en parle, puis ça retombe. On l'a vu avec le Doge, le Shiba, PP ou les tokens People comme Trump ou Melania. Qui gagne vraiment ici? D'abord, les plateformes d'échange, les SEX, parce qu'elles prélèvent des frais à chaque trade. Le volume fait les frais. Plus ça s'échange, plus ça rapporte à la hausse comme à la baisse. Ensuite, ceux qui entrent au tout début, et souvent l'équipe fondatrice à très bas prix, et qui revendent avant que l'attention se dégonfle. Être là tôt ne suffit pas. Il faut être là tôt et sortir à temps. Mais la majorité ne sort pas à temps ou arrive trop tard et perd de l'argent. Alors pourquoi ça marche les meme coins? Parce qu'ils donnent de l'espoir. C'est comme le loto. À une époque où la vie est chère, où l'inflation ronge le pouvoir d'achat et les inégalités se creusent, la promesse d'un gain sans effort, ça fait rêver. Les gens cherchent ce raccourci. Le meme coin prospère là-dessus, sur ce désir d'ascenseur social express. Il remplace l'analyse par l'espoir et la discipline par le pari. Ma boussole, c'est l'inverse. Je préfère des services que les gens paient vraiment, même avec de petites sommes. C'est moins sexy qu'un ticket de loterie, mais c'est ce qui reste lorsque la musique s'arrête. Nous sommes donc actuellement dans un marché à 2 vitesses. D'un côté, les capitalisations explosent, les institutions arrivent sur le marché, le cadre se clarifie, le règlement MiCA en Europe fixe des règles, les ETF Bitcoin s'imposent aux États-Unis. En parallèle, les stablecoins battent tous les records et de plus en plus d'entreprises mettent du Bitcoin en trésorerie. De l'autre côté, on a une décorrélation totale. Le prix des tokens flambe sur le graphique, mais dans les comptes, le tiroir caisse tourne au ralenti. Imaginez un restaurant vide dont l'enseigne prend de la valeur uniquement parce que tout le quartier en parle. Tant que l'euphorie tient, ça monte. Puis le jour où on réalise qu'il n'y a aucun client dans la salle, le prix se dégonfle.
En crypto, c'est pareil. Un token peut faire x5 sur un sentiment sans que le protocole n'encaisse aucun revenu. Et avec la prolifération de tokens et la frénésie Memecoin, l'effet est amplifié. Moralité, le prix d'un token n'est pas un bilan. Tant que le marché reste émotionnel, le graphique raconte une histoire. Les revenus, eux, racontent la vérité. Alors maintenant, comment, très concrètement, je choisis les projets sur lesquels j'investis? Ma grille de lecture est simple. Je remonte à la source des revenus, je regarde qui capte la valeur, et je teste la solidité du moteur. Si ça passe, j'étudie le prix. Sinon, j'écarte. Pour cela, je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que les gens paient? Est-ce qu'il y a un fee qui est prélevé sur une transaction? Comme on l'a vu, je cherche un service qui encaisse à chaque usage, même de petits montants. Je regarde donc le revenu généré sur 30-90 jours. Est-ce que ça progresse? Est-ce que ça s'essouffle? J'utilise donc un site comme DeFi Lama qui me permet de voir quels sont les revenus générés par un protocole. Est-ce que la courbe est régulière ou est-ce que ce n'est qu'un simple pic? Puis je filtre la qualité des revenus. J'écarte les chiffres dopés artificiellement par des incentives creuses ou de faux volumes. Également, je me méfie des effets MEV. Qu'est-ce que c'est que l'effet MEV? Imaginez une file d'attente à la boulangerie. Un type contrôle l'ordre de passage et peut faire passer ses potes avant vous pour acheter les meilleurs croissants, puis vous les revend un poil plus cher. Sur les blockchains, certains acteurs, des validateurs ou des mineurs, font pareil avec les transactions. Ils les réordonnent pour capter un petit gain au passage. Par exemple, acheter juste avant vous, revendre juste après. Ça gonfle l'activité et les frais, mais ce n'est pas un usage client durable. C'est de l'opportunisme. Donc lorsque j'essaye de lire une courbe de revenus, je sépare le bruit MEV de la vraie demande. Et si sur 30 ou 90 jours, la caisse sonne régulièrement et sans triche, je continue, sinon j'écarte. Ensuite, à quoi sert concrètement le protocole? Si demain le service s'arrête, qui s'en rend compte? Ensuite, je m'intéresse à comment la valeur est captée. Le protocole encaisse d'accord, mais le token, quelle partie de ce revenu va-t-il capter? S'il n'y a aucun pont entre l'argent et le jeton, via des partages de frais, des burns ou des rachats, une utilité tangible, comme payer moins de frais par exemple, voter ou servir de collatéral, alors je passe. Je dois ensuite regarder quelle est la récurrence, combien de personnes reviennent. Je regarde si l'usage du protocole tient dans le temps. Je veux un volume régulier des utilisateurs qui reviennent à chaque semaine, pas juste un pic dû à une promotion. Je vais ensuite vérifier la solidité du moteur. Est-ce que le code a été audité? Est-ce qu'il y a des primes pour signaler les failles? Qui décide des mises à jour? Est-ce que les règles sont claires et publiques? Et enfin, je regarde le jeton lui-même et comment l'argent sert les détenteurs. Est-ce qu'une part des frais est reversée à ceux qui bloquent leur jeton? S'il y a une règle claire, alors votre jeton capte une partie de l'activité. Sinon, il peut monter sans jamais voir la couleur des revenus. Mais un jour, il se fera corriger. Est-ce que le protocole va racheter et détruire une partie des jetons en circulation? Moins d'offres, mécaniquement, ça soutient la valeur des jetons restants. Plus on crée de jetons et plus on dilue les détenteurs. Une émission forte et longue pèse sur le prix, parce qu'il faut absorber cette nouvelle offre. A l'inverse, une émission modérée, prévisible, qui décroît avec le temps, ça tient mieux la route. Avec ces filtres, je garde les projets qui rendent un vrai service, qui touchent des revenus et qui traitent leurs détenteurs honnêtement. Les autres, je les laisse aux amateurs de sensations fortes. Étudions maintenant plusieurs cas concrets. Nous avons la boussole, qui est Follow the Money, la grille de lecture. Maintenant, regardons 3 exemples qui cochent les cases. Premier cas, le BNB, le token de la maison Binance. Chez Binance, il y a du monde. Environ 290 millions d'utilisateurs en octobre 2025. C'est la plus grosse gare de l'écosystème. Du volume en continu, des frais prélevés à chaque ordre. Et en 2024, le volume traité atteint 100 000 milliards de dollars. Ils ont leur propre token, le BNB, qui met de l'huile dans les rouages. Il réduit les frais pour les utilisateurs et fait tourner la BNB Chain. BNB Chain affiche aujourd'hui 350 millions de dollars de revenus au 3e trimestre 2025. Côté captation de valeur, il y a un mécanisme clair. Binance rachète et brûle régulièrement des BNB, ce qui réduit l'offre dans le temps. Quand l'activité reste élevée et que l'offre diminue, la pression est plutôt favorable au prix. Récapitulons, pourquoi est-ce que ça passe ma grille? Les revenus récurrents, c'est coché. Le lien entre le revenu et le token, c'est coché. L'usage massif et la rétention, grâce à la base d'utilisateurs Binance et au volume quotidien, c'est coché. Le calendrier d'émission est lisible, puisque le burn vient réduire l'offre de tokens en circulation. Et donc en conclusion, tant que l'activité reste élevée, que Binance continue à attirer de nouveaux utilisateurs et que le mécanisme de burn continue comme prévu, je suis bullish sur le BNB, qui bat en ce moment ATH sur ATH ces derniers temps. Autre cas de figure, Hyperliquid. Hyperliquid, c'est une plateforme décentralisée dédiée aux contrats perpétuels. On peut parier à la hausse ou à la baisse sur les prix des cryptos, et chaque ouverture et fermeture de position génère des frais.
Plus l'activité s'emballe, plus la plateforme gagne de l'argent. En termes de revenus, sur 30 et 90 jours, il y a une nette progression. Certains mois récents flirtent avec les 100 millions de dollars de revenus. Et en cumulé, c'est-à-dire en additionnant tous les mois depuis le lancement, on dépasse le demi-milliard. Bref, on n'est pas sur un feu de paille. Il y a un vrai moteur. Et le lien est direct et lisible. Environ 97% des frais servent à racheter le token Hype sur le marché, puis à le détruire. En clair, plus il y a d'activité, plus on retire des hypes de la circulation, donc l'offre baisse. Exemple parlant, un mois à 90 millions de dollars de frais a donné environ 90 millions de dollars de hype rachetés. Résultat, en 9 mois, le cours du hype a été multiplié par 8. Côté offre et pression vendeuse, le projet a fait un choix rare. 0% pour les fonds d'investissement. Donc beaucoup moins de risque de dump d'investisseurs précoces. En français, aucune part allouée à des fonds de capital risque, donc pas de gros investisseurs initiaux susceptibles de tout vendre d'un coup. Concernant l'équipe, elle détient environ 24% de l'offre totale. Ces jetons sont bloqués pendant 1 an, puis déverrouillés progressivement entre 2025 et 2028. Du coup, l'arrivée de nouveaux tokens est prévisible et modérée, ce qui soutient le prix. Je regarde également la tenue dans le temps et si la plateforme tient la charge. Des volumes réguliers, un service qui reste stable et des liquidations qui se passent correctement. C'est-à-dire que lorsqu'une position dérape, elle est fermée automatiquement sans incident. Toutefois, le secteur reste très concurrentiel avec beaucoup d'acteurs sur ce segment comme DYDX, GMX, etc. Donc Hyperliquid doit rester impeccable sur la vitesse et la fiabilité. Et donc pourquoi ça passe ma grille? Les revenus réels sont en hausse sur 30-90 jours. Il y a un lien clair entre revenus et tokens. L'offre est maîtrisée. Pas de VC, calendrier d'émission visible. Il y a un usage récurrent. Et aujourd'hui, à moins d'un Black Swan, le service est propre. Tant que ces voyants restent au vert, Hyperliquid reste dans mes gagnants. Troisième cas, le stablecoin. Un stablecoin, c'est un dollar numérique censé valoir 1 dollar en permanence. Concrètement, ça sert à épargner, payer en quelques secondes et envoyer de l'argent partout dans le monde. Le modèle économique est limpide. Pour chaque jeton émis, l'émetteur garde 1 dollar de réserve, souvent investi en bons du trésor américain. Ces réserves rapportent des intérêts. Plus il y a d'encours, plus ça rapporte. Alors qui capte la valeur? Pour USDT, Tether, ou USDC Circle, la valeur va surtout aux actionnaires en equity des sociétés émettrices. Le token n'en profite pas directement. Pour investir dans la mécanique, on passe par des proxys, où la valeur retombe sur un token. Chez MakerDAO, quand il y a un surplus de revenus, le protocole rachète des jetons MKR sur le marché et les détruit. Résultat, moins de MKR en circulation, donc chaque jeton restant pèse un peu plus. Chez Ethena, l'USDE, c'est un dollar crypto dont le rendement vient d'une couverture de risque. Le protocole se protège avec des positions opposées pour stabiliser la valeur et reverse un rendement aux détenteurs de l'USDE. Le jeton ENA, lui, sert à la gouvernance et à récompenser l'écosystème. Pourquoi ça passe ma grille? Eh bien, il y a des revenus réels et récurrents. Il y a un lien entre revenus et le token. Mais ce n'est pas le cas sur l'USDT ou l'USDC. Ça ne sert à rien d'investir sur ces tokens. Si vous voulez gagner de l'argent sur des protocoles stablecoin, il faut avoir investi dans l'equity de la société, aujourd'hui cotée en bourse sur Circle. Ce qui est important pour un stablecoin, c'est la qualité des réserves. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les coffres? Des bons au trésor, du cash, des dépôts bancaires? Quels sont les audits? À quelle fréquence? Et est-ce vérifiable? Plus c'est clair et contrôlé, plus c'est solide. Enfin, le réglementaire. Le cadre peut se resserrer. Il faut une licence, on impose des plafonds d'émission, des fonds propres plus élevés. On dit parfois que quand la mer se retire, il ne reste que les rochers. Mon rocher à moi, la crypto à laquelle je me raccroche toujours, c'est la plus ancienne, la plus solide, celle qui va reconfigurer l'infrastructure monétaire mondiale. Vous l'aurez compris, je parle de Bitcoin. Je vais donc vous expliquer comment une personne comme moi, dont 100% du business model était tourné sur les altcoins, et que c'est là où j'ai réalisé une grande partie de ma fortune aujourd'hui, je suis devenu un Bitcoin maxi. Je ne vais pas vous refaire tout le mythe Bitcoin, mais retenez l'essentiel. Une rareté programmée que vous ne retrouvez presque jamais dans les altcoins, et des règles simples gravées dans la pierre. Son émission qui diminue tous les 4 ans, son réseau tenu par des milliers de nœuds, et des mineurs qui le sécurisent partout sur la planète sans permission. Une monnaie indestructible, complètement décentralisée, que personne ne peut manipuler. Personne ne peut décider d'en créer plus pour arranger sa trésorerie. Bref, pour moi, c'est une monnaie profondément éthique. Les altcoins, c'est autre chose. Il y a parfois de bonnes idées, des outils utiles, mais beaucoup, hélas, sont le tiroir de la cupidité humaine. On achète sans comprendre, on confond souvent distribution de jetons avec un modèle économique ou des clients qui payent un service. Je continue de suivre les altcoins et vous verrez juste après qu'ils ont une place dans mon portefeuille, la place qu'ils méritent.
pas plus. Bitcoin, lui, nous élève. Lorsqu'on comprend véritablement ce qu'est Bitcoin, on ralentit. On arrête de chercher le coup parfait, on devient plus calme, plus posé. Il est certes volatile, mais de moins en moins. Quand on a compris ce qu'il est, on passe au-dessus de cette volatilité et on le voit comme l'argent voyé dans le futur. On se met à penser en décennies plutôt qu'en heures. On achète régulièrement, on garde ses clés, on laisse le temps travailler. Bitcoin est une école de la patience et voilà pourquoi il m'a conquis. On arrive au point d'orgue de cette vidéo. Comment je construis mon portefeuille parfait? Alors quel est mon portefeuille parfait? Je vais mettre entre 50 et 60% de mon portefeuille en Bitcoin. J'achète régulièrement avec du DCA, c'est-à-dire des sommes étalées dans le temps. Mon but, dormir tranquille et laisser le temps travailler. Ensuite, je vais garder une part d'Ethereum significative dans mon portefeuille, environ 20 à 25%, car Ethereum est aujourd'hui le cœur de la finance décentralisée, pour laquelle je nourris beaucoup d'espoir. Et enfin, je vais allouer la dernière partie de mon portefeuille à des altcoins que j'estime être prometteurs. Pour vous donner quelques exemples, j'aurai du AAV, du Lido ou encore du Hyperliquid. A contrario, je laisserai un token comme Sandbox de côté. Pourquoi? Parce que les revenus véritablement générés par la société sont nuls ou quasi inexistants. À travers cette vidéo, vous avez un aperçu de la répartition et de la conduite de mon portefeuille. C'est ma méthode. Entre 2019 et 2021, on pouvait se permettre d'avoir beaucoup d'altcoins en portefeuille. Parce que quoi qu'il se passait, le marché allait les apprécier à la hausse. Aujourd'hui, à l'approche de cette énorme sélection naturelle, on doit revenir sur la base du raisonnement. Et je pense qu'un raisonnement d'investissement start-up, à savoir est-ce que mon protocole génère des fonds, doit être celui pour analyser un investissement en crypto. Et donc, si je devais résumer tout ça en une ligne, je vais suivre l'argent qui rentre et je veux des services utilisés et payés. Je le redis, ce n'est pas un conseil en investissement, je n'ai aucun intérêt à vous proposer ce token, je ne suis rémunéré par personne, mais c'est ma façon de faire. À vous d'adapter à votre horizon et à votre tolérance au risque. Si ça vous aide à y voir clair, abonnez-vous et activez la cloche. Également, dites-moi en commentaire sur quel token vous vous positionnez aujourd'hui. Ici, on dira toujours la vérité et rien que la vérité. Et on fera toujours attention à la vitrine qui brille trop. Parce que sinon, les conséquences peuvent être catastrophiques.